Les diamants de synthèse ont bousculé le monde de la joaillerie, de la gémologie, sans pour autant finalement le transformer. Alors, quel avenir pour cette alternative qui se revendique plus écolo, et quel avenir pour le diamant obligé aujourd'hui de se réinventer pour résister à ces nouveaux usages? Alors, on va poser la question à nos invités. Avec nous, Manuel Malène, président cofondateur de Courbet. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Sur le plateau. Courbet, c'est une maison écologique de la place Vendôme pour une joaillerie alternative plus responsable. Avec nous également Henri Foucault, président et cofondateur d'Aptic Media. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Aptic Media qui est un cabinet de communication innovant dédié aujourd'hui à la joaillerie de luxe en particulier. Alors ma première question pour tous les deux, c'est celle-ci. Le diamant de synthèse, il a fait son apparition dès les années 2000. Le premier a été créé en 1954. 20 ans plus tard, on vend toujours des diamants naturels issus des mines. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça fait effectivement très très longtemps qu'on parle du diamant de mine, mais on en oublie effectivement les côtés peut-être un peu sombres. Alors, il y a certains films qui l'ont montré comme Blood Diamond, etc. Et puis on a cette alternative finalement. Elle arrive effectivement dans les années 2000, ce diamant de laboratoire, mais en fait on arrive à faire des beaux gros diamants depuis maintenant 7-8 ans seulement. Donc c'est finalement assez récent. Et donc après, la difficulté, c'est les marques existantes ont des difficultés à faire cohabiter les deux. Parce que s'il y a un diamant écolo, l'autre ne l'est pas, évidemment. Donc ça, c'est compliqué. Donc il faut des nouvelles marques pour venir sur ce marché-là. On en fait partie. Vous pensez aussi que ce qui explique ces 20 ans, on peut le dire, ces 20 ans de temps d'arrivée, d'installation de ce nouveau système de création de diamants de synthèse, c'est parce que ce n'était pas assez qualitatif par rapport à ce qui existe aujourd'hui, pas assez impressionnant peut-être ? Non, je pense pas. Je pense qu'une technologie met du temps à s'installer, à se peaufiner, entre guillemets. Puis il y a aussi des éléments culturels. Il y a le fameux slogan publicitaire « Le diamant est éternel ». Donc il y a toute une imagerie derrière la préciosité du diamant qui quelque part, doit aussi s'effacer dans la culture collective. Oui, mais précisément, 20 ans, c'est une éternité quand même. C'est une génération. Dans le domaine de l'innovation, en tout cas. Qu'est-ce qui différencie, peut-être qu'on peut rappeler ça aux personnes qui nous regardent, le diamant du diamant de synthèse? Comment on fabrique un diamant de synthèse d'abord? Alors, finalement, c'est le génie humain qui reproduit la magie de la nature. Tout simplement. On remet le carbone dans le même état qu'il y a des millions d'années sous terre, c'est-à-dire sous haute pression, haute température. Et magie de la nature, il se cristallise de la même manière. Donc, c'est un vrai diamant. Et quelque part, si je veux choquer un tout petit peu pour que les gens comprennent facilement, un diamant de mine, c'est un bébé. Un diamant de laboratoire, c'est un bébé éprouvette. Point. À part la naissance, tout le reste est pareil. Donc, on ne peut pas faire la différence aujourd'hui dans la composition? Non, on ne peut pas faire la différence puisque c'est exactement la même chose, tout simplement. On ne voit pas, par exemple, les couches qui ont pu vieillir des milliers et des milliers d'années dans les mines? Alors, excusez-moi, pardon, ça s'est fait en quelques heures sous terre. Ça a mis des millions d'années à remonter. Mais ça ne s'est pas fait en millions d'années. Ça, c'est aussi une très belle histoire, mais elle est un peu fausse. Parce que c'est vrai que la plupart des gémoleuses disent qu'on peut, parce qu'on peut à un moment donné identifier un diamant de synthèse si on l'analyse, pas à l'œil nu, mais si on l'analyse. C'est bien qu'il y a une différence sans qu'elle soit qualitative. C'est une différence d'ADN, d'accord ? Mais d'un point de vue extérieur, d'un point de vue, c'est exactement la même chose. Et quelque part, il faut des choses extrêmement poussées pour voir la différence. Alors, bien sûr, nous, l'idée, c'est qu'il y ait une différence. C'est-à-dire, nous, on fait que du diamant de laboratoire parce qu'on ne veut pas du diamant de mine. De toute façon, donc, on est ravis d'avoir cette différence. C'était la première question quand le diamant de synthèse est arrivé. C'était comment on va empêcher... ça a été vu comme une contrefaçon, donc il fallait pouvoir prouver qu'on peut différencier en laboratoire l'un de l'autre pour les bijoutiers qui ne voulaient pas se faire avoir, entre guillemets, avec ce nouveau produit qui arrivait et qui était présenté comme un faux diamant. C'était présenté comme un faux diamant, c'est pas le cas, c'est un vrai diamant, mais effectivement, il y a pu avoir ce genre de problème. Nous, en l'occurrence, c'est plutôt le contraire. On veut absolument pas de diamant de mine chez nous, parce que le désastre écologique que représente une mine de diamant est juste incroyable. Allez sur Internet, tapez mine de diamant image et vous verrez. Mais alors, on comprend que le procédé de création du diamant de synthèse est moins polluant et plus responsable, dans tous les cas, que d'aller chercher dans les mines ces diamants-là. Mais est-ce que pour autant, on peut appeler ça un procédé écolo ? Alors, il faut beaucoup d'énergie. Ça, c'est clair. Pour créer du diamant, il faut beaucoup d'énergie. Oui. À partir du moment où l'énergie est verte, dites-moi où est le problème.
L'énergie est verte quand on fait un diamant Ça dépend. en haute pression, haute température. Ça dépend qui le fait. Ça D'accord. dépend qui le fait. Par exemple, aux États-Unis, il y a énormément de solaire. Oui. Nous, en Russie, là où on fait, c'est adossé à une centrale hydroélectrique. D'accord. À partir de ce moment-là, ça ne pose aucun problème. Mm. Mais quand bien même ça serait fait, j'ai envie de dire, avec de l'énergie moins propre, ça resterait de toute façon tellement plus écolo que le diamant de mine que la question ne se pose pas, quoi. Mais la question se pose dans l'appellation. Est-ce que vous pensez peut-être aussi d'un point de vue communication, ça peut être intéressant, qu'on peut appeler ça un diamant écologique parce qu'il l'est plus? Je pense qu'il y a plusieurs critères qui font qu'il l'est plus. D'abord parce qu'effectivement, il n'y a pas d'extraction, il n'y a pas tout le côté que saluait Manuel Malène, qui n'est pas très glorieux, évidemment. Non, ouais. Mais il y a aussi le fait que, comme il est industriel, il va être produit à la demande, en fait. Et donc, rien que cet aspect-là va permettre une localisation au plus près du lieu de vente et d'utilisation, et va aussi permettre de ne pas avoir de stock et entre guillemets, de surconsommation d'énergies diverses, humaines, électriques, et ainsi de suite, pour l'extraire. Oui. Donc, rien que par ces aspects-là, il est beaucoup plus écologique, bien entendu. Quand vous dites maison responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça englobe? Ça englobe tout, c'est-à-dire que nous, par exemple, l'or provient de ce qu'on appelle les mines urbaines, c'est-à-dire des téléphones portables, des cartes graphiques, des ordinateurs. D'accord, c'est de l'or recyclé? Toujours. Il y a plus d'or au-dessus de la terre qu'en dessous de la terre, autant l'utiliser. Ouais. Nos écrins, ça va être du cuir recyclé, c'est teinté bio, c'est plié en origami, il n'y a pas de colle. Voilà, l'intégralité de notre mobilier, on a été le chercher dans du recyclage. Voilà, après notre mode de gouvernance, après moi on est associé 50-50 avec Marianne Weickmeister qui est la designeuse. Enfin voilà, donc tous les aspects. De Courbet. Oui, c'est un état d'esprit un peu start-up, c'est évident. Et effectivement, en plus avec un côté très techno, parce que finalement, c'est la techno qui nous a permis d'être écologique. C'est la techno qui nous permet de créer ces diamants-là, de recycler cet or. Oui. Donc voilà, donc on va mettre de la techno un peu partout. Et ce ne serait pas possible de produire ces diamants de synthèse en France, ou plus près que la Russie, pour éviter le transport, par exemple? J'imagine que c'est l'étape d'après, de toute façon. Alors, c'est l'étape actuelle. D'accord. C'est-à-dire le but du jeu, effectivement, c'était d'avoir des diamants français, puisque autant, on va dire, l'horlogerie est suisse, autant la joaillerie, elle est française. Oui. Et notre idée, dès le départ, c'était d'avoir des diamants français. Et donc, on a travaillé beaucoup avec Alix Jiquel, qui a une société qui s'appelle Diam Concept, c'est une chercheuse du CNRS, et on participe avec elle au fait de créer une manufacture de diamants en France, et ça verra très bientôt le jour. D'accord, donc technologiquement, il n'y a plus de barrière à faire tomber. Alors technologiquement, c'est très très compliqué. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est de faire du beau diamant. Quand on fait du diamant en laboratoire, ça peut être très très beau, mais très vilain également. Il y a cette incertitude et cet aléa, comme dans la nature. Et la difficulté, elle est là. Et en fait, la techno, on l'a. Maintenant, il faut l'expérience, il faut le savoir-faire qui va avec. Alors, vous avez vendu en 2019, enfin Courbet a vendu un diamant de 9 carats à 450 000 euros. C'est un événement qui a pas mal secoué le monde de la joaillerie. Est-ce que, je me tourne vers vous pour vous poser la question, est-ce qu'on peut dire que ça signifie peut-être un peu le top départ aussi de ce nouveau marché qui est le marché du diamant de synthèse? Répondez en premier, Henri Foucault. Je pense effectivement, oui, absolument. Alors le fait que ce soit un diamant emblématique comme ça qui crée un événement de communication, oui, c'est sûr. Parce que c'est exceptionnel et c'est très emblématique. Après, il y a je crois que ce qui crée aussi le marché, entre guillemets, c'est toute cette logique de digitalisation. Finalement, à un moment donné, le diamant existe depuis des siècles et des siècles, mais à un moment donné, comme le monde se transforme et devient digital, l'existence de communication, entre guillemets, doit aussi passer par le digital. Et le diamant est un objet très particulier, puisque son éclat vient du fait qu'il reflète absolument toute la lumière, et que ce qui est beau, c'est de voir cette lumière se refléter sur les différentes faces de la pierre. Et donc, il faut traduire ça de manière digitale. Et en fait, c'est là aussi, il faut que ce soit possible, il faut que ce soit beau. Alors, c'est le drame des photographes que de représenter un diamant, parce que c'est plat, en fait, finalement, sur une photo. Donc, il faut le rendre vivant. Et nous, chez Haptic Media, on fait de la 3D interactive, donc on voit l'objet exister, en fait, et on le fait bouger pour voir la lumière traverser ou ne pas traverser justement ces différents éclats pour le rendre vivant. Et donc, à un moment donné, il fallait aussi rendre cette communication qui s'adapte aux médias digitaux, qui sont les premiers médias aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a le premier contact avec un produit. Et donc, ça ne peut exister aussi, ça peut exister à travers des marques comme Courbet,
qui naissent et existent aussi à travers ces médias, de manière différente. Donc le diamant de demain, il doit être digital, forcément. Ah oui, c'est évident, parce que comme le dit Henri, notre moyen de communication, c'est essentiellement Internet. Et c'est vrai que la difficulté, c'est le diamant, c'est le Graal de la 3D. C'est ça. C'est le Graal. Et en fait, nous, quand on a travaillé donc avec Aptic Media sur le sujet, notre première condition, c'était de dire, il faut que le rendu soit incroyable. Parce qu'un diamant, c'est tellement particulier. C'est très sacralisé aussi, la démarche d'aller acheter un diamant. Et donc, on fait tomber des barrières, là, on change complètement les usages. Est-ce que les consommateurs sont prêts pour ça ? Je crois que le diamant est probablement sur des bijoux qui sont infiniment personnels. Et donc infiniment personnalisés, finalement. Oui. Donc il y a aussi une question à travers cette personnalisation. Et c'est vrai que la digitalisation permet aussi une expérience de co-création et donc de personnalisation extrême qui était plus difficile avant ou qui se faisait de manière physique dans les boutiques. Mais maintenant, elle est tout à fait réalisable directement en ligne avec son téléphone et à travers des interfaces assez poussées. Oui, vous avez choisi jusqu'à l'essai virtuel, etc. Oui, on a choisi cette solution parce que justement, ça permettait de faire cette collaboration avec le client, cette interaction. Et donc, c'est lui qui allait d'abord modeler ce qu'il voulait. Après, on arrivait, on pouvait changer quelques détails. Mais c'était assez fantastique de voir les gens jouer avec ça et de pouvoir imaginer des choses. Et effectivement, le rendu que l'on a, qui est juste incroyable, il faut être honnête, et rendre hommage aux équipes d'Aptic parce que ça a été incroyablement difficile à faire, mais fait qu'aujourd'hui, ils ont l'impression que le produit est là, alors qu'il est en 3D, soyons clairs. Mais voilà, ils se sont amusés à le faire. Vous avez créé quand Courbet ? En 2018. D'accord, donc première vente notable, on va dire, en tout cas, qui a fait beaucoup parler d'elle en 2019, ce diamant à 450 000 €. Est-ce qu'on peut imaginer que les prix, communément, il y a une différence environ, en fonction de la personne à qui on demande, de 20% entre le diamant de synthèse et le diamant naturel sur les prix. Est-ce que ces prix-là, ils vont être voués à se rééquilibrer à un moment donné ? Avec le diamant de mine ? Sincèrement, je ne sais pas. En fait, la différence, c'est 3 fois plus cher de produire un diamant en laboratoire que de l'extraire de la mine. D'accord ? Mais j'ai moins d'intermédiaires. J'ai un circuit court qui fait que je suis en direct avec le laboratoire. C'est là où sont les gains. Parce que c'est là où on va chercher tout ça. Le diamant de laboratoire, c'est un diamant c'est un marché de la demande. On va jamais créer le 9 carats dont on parlait tout à l'heure, d'accord ? Il n'y en a pas d'autres aujourd'hui en diamant de laboratoire. Et pas un laboratoire va créer un diamant de 9 carats s'il n'a pas la demande en face. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué. Je pense que c'est... Effectivement, vous pensez aussi, Henri Foucault, qu'il va falloir passer un cap psychologique aussi pour déverrouiller ces prix-là et pour que s'installe... une crédibilité de cette... Je pense que, comme le soulignait Emmanuel, effectivement, moi, je pense qu'on va vraiment être sur un marché à la demande. C'est-à-dire qu'à terme, je pense que, alors, je fais des projections, mais on pourra dessiner son diamant, peut-être. Donc, il sera infiniment personnalisé, puisque derrière, il sera fabriqué à la demande, comme on disait. Donc, ça ouvre des perspectives qui sont extrêmement intéressantes. Oui, mais ça restera avec un coût assez important, la partie personnalisation. Il y aura quand même un marché un petit peu plus grand public, en termes de prix, sur le marché du diamant de synthèse. Mais ce que disait Emmanuel me semble très juste. En fait, c'est dans la chaîne de valeur que les choses changent. L'innovation, elle vient de là aussi. Elle vient du produit, bien sûr, mais elle vient aussi de la façon dont le produit est amené sur le marché, commercialisé, et ainsi de suite. Et du coup, comme Courbet est une société qui est très digitalisée, donc recrute ses clients de manière digitale principalement, avec assez peu de points de vente ou de points de contact aujourd'hui, c'est évidemment une chaîne de coûts qui est très différente et qui bénéficie aux consommateurs au final. Donc l'innovation, elle est partout et elle crée quelque part un avantage compétitif ou en tout cas une compétition qui est suffisante pour que les choses s'équilibrent. Oui, finalement, il ne faut peut-être pas aller chercher forcément sur le terrain des bijoutiers déjà existants, mais plutôt créer de l'innovation en plus du produit innovant que vous proposez, c'est ça que vous dites. Exactement. Il y a aussi de nouveaux consommateurs, très clairement. On voit que les nouvelles générations, que ce soit en Europe ou en Chine, où c'est encore plus marquant, qui ont des points d'attention différents et des points d'accès aux produits qui sont aussi très différenciés. Donc ça ouvre des perspectives pour des nouveaux entrants très importantes.
Oui. Si on va voir les autres acteurs qui commencent à émerger, parce qu'il n'y a pas que Courbet qui fait du diamant de synthèse aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays à l'international qui sont plus rapides que d'autres à laisser la place sur leur marché à ce bijou? Les États-Unis. Oui. Les États-Unis, clairement, alors j'ai envie de dire, ils ont ce côté pragmatique. C'est la même chose, c'est écologique, c'est un peu moins cher. J'y vais, je ne me pose pas 10 000 questions. Donc il y a ce côté-là. Puis aux États-Unis, la législation est un peu différente et on appelle ça diamant de laboratoire ou man-made diamond ou cultured diamond. Oui. Parce que le terme synthèse, il est faux. Il n'y a aucune synthèse dans la fabrication d'un diamant. C'est deux synthèses. Alors c'est deux synthèses, mais il n'y a... Enfin voilà, quand je dis deux synthèses à un client, je lui mens. Il n'y a pas de synthèse. Donc moi, je veux qu'on ait une appellation différente. Mais le fait d'amener des éléments pour créer un objet, ça ne peut pas s'appeler. Il y a un seul élément, c'est le carbone. C'est le seul élément. Un glaçon, c'est pas de l'eau de synthèse. Donc quelque part, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et quelque part, ce terme-là, diamant de synthèse, il est un peu rébarbatif. Il est trompeur. Donc il faudrait changer la législation pour aller aussi vite que les États-Unis, par exemple. Exactement. Surtout qu'on n'a pas de mine de diamant en France. On n'est pas en train de défendre un prix carré. Il n'y a pas de mine. Mais c'est peut-être la place Vendôme qui fait pression. Peut-être, certainement même. Parce qu'il y a forcément, culturellement, en France, un enjeu important autour de la joaillerie. Donc ça n'aide pas à faire tomber les barrières. Aux États-Unis, la culture n'est pas la même. La culture n'est pas la même, mais à côté de ça, on va être le dernier pays à l'appeler comme ça. Donc il faut peut-être se mettre à la page. Alors la prochaine étape, si je comprends bien, c'est trouver comment les fabriquer en France. Enfin, peut-être pas trouver comment, mais le faire, a priori. Quelle barrière resterait-il à faire tomber, peut-être d'un point de vue des consommateurs, pour peut-être remplacer à terme, est-ce que c'est l'idée aussi, remplacer à terme tous les diamants naturels pour des diamants de synthèse, et ne plus aller chercher de diamants naturels et simplement laisser ce marché tourner, parce qu'on ne pourra pas les faire disparaître? Moi, je pense qu'il y en a plus vraiment. Peut-être que l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de communication, en fait, comme le disait Emmanuel. Donc, la notion d'appellation est absolument clé. Ensuite, je pense aussi qu'il y a des évolutions fortes dans la façon de créer finalement tous ces bijoux. En fait. Courbet est très inventif et efficace en termes de construction de nouvelles collections, etc. Parce qu'elle a aussi digitalisé sa création. Donc c'est toute une chaîne qui fonctionne en fait beaucoup plus vite, donc qui permet d'avoir du time to market et qui permet aussi une créativité différente. Donc quelque part, le consommateur va le reconnaître aussi, cet aspect-là. Un dernier mot peut-être sur la traçabilité, ce sera le mot de la fin. Il y a des solutions qui naissent aujourd'hui comme la blockchain. Est-ce que c'est important, cette traçabilité pour les consommateurs? C'est évidemment. Évidemment, à partir du moment où on dit on est un diamant écologique, on est une marque écologique, il faut qu'on aille au bout de la chaîne. Et nous, on utilise la blockchain, d'ailleurs, à ce propos. Alors, on a rajouté dans la blockchain de l'assurance aussi, des petits services. Donc voilà. Donc, mais oui, la traçabilité, la transparence, c'est juste une évidence. Pour le diamant de demain. Merci à tous les deux, Manuel Mallène, président cofondateur de Courbet, d'être venu sur le plateau. Merci à vous, Henri Foucault, président et cofondateur d'Aptic Media, également d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est la publicité et ensuite on enchaîne avec votre rendez-vous.